Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tour du Monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 23 juin 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi le prince héritier du royaume de l'Arabie Saoudite, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, en tant qu'un cher invité de son deuxième pays, l'Égypte, et ceci lors d'une tournée qui l'a également menée en Jordanie et en Turquie. Les deux dirigeants, El-Sisi et Mohammed bin Salman, ont examiné les relations bilatérales ainsi que plusieurs dossiers importants à l'issue de leur rencontre. Un compte-rendu signé Salih Ahmed Eshel. Lors de son entretien avec le prince héritier du royaume de l'Arabie Saoudite, prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son souci de continuer à renforcer la concertation et la coordination avec l'Arabie Saoudite, saluant les relations dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et militaires et la croissance remarquable du taux de change commercial et du volume des investissements. Le prince Mohammed bin Salman, de son côté, soulignait que sa visite en Égypte venait dans le cadre du renforcement des relations distinguées entre les deux pays frères et la poursuite du rythme de la consultation ainsi que de la coordination périodique et intense avec l'Égypte. Le prince héritier a salué le rôle central et pionnier de l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région. Les deux parties ont également convenu de l'importance du prochain sommet qui sera organisé par le royaume frère de l'Arabie Saoudite entre les chefs des États du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Ils se sont félicités des énormes accords et protocoles d'investissement et commerciaux annoncés entre les secteurs privés des deux pays d'un montant de 8 milliards de dollars. Le prince Mohammed bin Salman a souligné l'intention du royaume de diriger des investissements en Égypte d'une valeur de 30 milliards de dollars. Les deux parties ont affirmé leur volonté de promouvoir les investissements accrus entre les deux pays et d'intensifier la communication entre le secteur privé des deux pays pour examiner les opportunités d'investissement et commerciales et pour faciliter les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Ils ont également annoncé la mise en œuvre d'un projet d'énergie électrique d'une capacité de 10 gigawatts et ont souligné l'importance de la coopération dans le domaine du tourisme, du développement, du mouvement touristique dans les deux pays. En ce qui concerne la question yéménite, les deux parties ont renouvelé leur plein soutien aux efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à une solution politique globale à cette crise. Quant à la question irakienne, les deux parties ont exprimé leur aspiration que les parties irakiennes parviennent à une formule pour former un gouvernement global œuvrant pour réaliser les aspirations du peuple en matière de sécurité, de stabilité, de développement et de lutte contre les organisations terroristes. Concernant la question soudanaise, ils ont affirmé leur soutien continu au succès de la phase de transition ainsi que l'importance du dialogue entre toutes les parties soudanaises. Et en ce qui concerne le Liban, le président el-Sisi et le prince héritier saoudien ont affirmé leur souci de poursuivre les efforts visant à préserver l'identité arabe, la sécurité et la stabilité dans ce pays, en soutenant le rôle des institutions étatiques libanaises et les réformes nécessaires. Les deux parties ont également évoqué les dossiers syriens et libyens. Ils ont convenu aussi de la nécessité de soutenir les efforts internationaux visant à empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. La crise du barrage de la Renaissance a également été évoquée et le prince saoudien a affirmé son plein soutien à la sécurité de l'eau égyptienne en tant que partie intégrante de la sécurité de l'eau arabe et a exhorté l'Éthiopie à ne prendre aucune mesure unilatérale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces accords entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et un taux d'investissement prévu de 30 milliards de dollars sur l'économie égyptienne? Quel est l'effet de telles injections? L'effet est certainement positif, hein. Et je pense que c'est pour l'économie saoudienne aussi. Disons, ces accords assez importants, là, ça montre l'intégration croissante des économies égyptiennes et saoudiennes. On voit qu'il y a une sorte de complémentarité entre les deux économies et les deux économies vont toujours gagner plus là, en augmentant
l'intégration de leur économie. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ces discussions entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz. Plusieurs sujets ont été abordés. Selon vous, est-ce qu'il y avait des projets qui devraient être abordés et ont été reportés, ou toutes sortes de projets ont été ouverts au cours de ces discussions? Alors, bon, là, la visite, elle a duré 2 jours. Et, il y a toujours plein de sujets. Je pense qu'il y a une coordination permanente entre le président égyptien et le prince héritier saoudien. Oui. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'Égypte et l'Arabie saoudite coordonnent leurs positions, alors que ce soit politique, économique ou autre. Hein. Donc je dirais que c'est un processus permanent, un processus continu. On voit que les investissements vont générer davantage d'investissements. Les situations des économies se retrouvent à des positions différentes. Enfin, l'Arabie saoudite, elle profite de l'augmentation des prix du pétrole. Oui. Et en même temps, l'Égypte a été atteinte, l'économie égyptienne a été atteinte par la fuite des investissements étrangers et la baisse, disons, du niveau des devises étrangères en Égypte. Donc là, le fait d'avoir cette complémentarité, ça permet aux Saoudiens, aux entreprises saoudiennes d'investir en Égypte, on va dire, à bon prix, profiter de la croissance égyptienne et en même temps, pour l'Égypte, ces investissements sont bénéfiques parce que c'est synonyme de création d'emplois, c'est synonyme d'injection de devises étrangères. Après, là, par rapport à votre question, s'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, je pense que tous les sujets ont été couverts. Il y a quand même un travail sur le terrain qui est très important. Il y a beaucoup de coordination entre des équipes de différentes natures pour discuter de tous les sujets. On voit cette tendance, elle s'accélère. Donc je pense que c'est bénéfique pour les 2 pays. Parfait. La tournée du prince héritier saoudien l'a emporté ensuite en Jordanie, puis en Turquie. Quelles sont les prévisions de ces 2 visites? Allô? Oui. En disant que je pense que ça a été annoncé, hein, toutes ces visites, c'est pour préparer la visite prochaine du président américain. Donc il y a un aspect politique important dans ces visites. Il faut aligner, il faut aussi évoquer tous les sujets et les résoudre avant la visite du président américain pour aligner les positions. Parfait. Après, il y a un impact, enfin, il y a un effet économique aussi pour préparer l'avenir, pour se prémunir de la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et je pense que c'est un sujet en premier lieu politique. Parfait, Dr Nadim Sam, au terme de vos explications, merci à vous. Je tiens à vous remercier. Je répète que vous êtes expert en économie. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé mardi une allocution via visioconférence à l'inauguration de la 3e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. Allocution où il a jugé importante la solidarité entre les pays africains via un nombre d'initiatives pour trouver des solutions efficaces et créatives permettant de surmonter les circonstances difficiles actuelles et ce, au vu des défis que relève le continent.
Le chef de l'État a noté que le forum se tenait cette année dans une période très critique où la communauté internationale souffre de tensions accrues ayant des retombées à long terme sur les divers volets politiques, économiques et de développement et dont les impacts sont remarquables sur les pays africains, surtout en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique. Ces tensions, a fait remarquer le président Sisi, s'ajoutent aux répercussions sanitaires, sociales et économiques résultant du coronavirus et dont nos pays souffrent toujours de leurs effets négatifs, ce qui, selon lui, exige la conjugaison des efforts conjoints pour affronter ces défis et renforcer notre capacité de résilience. Le président Sisi a mis en évidence la crise alimentaire que connaît actuellement l'Afrique, vu les graves retombées qu'elle pourrait occasionner sur la sûreté et la stabilité de nos sociétés, tout en jugeant indispensable la prise d'un paquet de mesures urgentes et efficaces de coordination avec les partenaires internationaux et la société internationale afin de soutenir les pays africains pour pouvoir contenir ces retombées. Et un projet de nouvelle constitution a été remis lundi au président Qais Ben Saïd qui doit le valider avant de le soumettre au référendum le 25 juillet, jour du premier anniversaire du coup de force par lequel il s'était arrogé les pleins pouvoirs. L'ébauche de la nouvelle constitution a été remise à M. Saïd au palais présidentiel de Carthage par Sadouk Belaïd, président de la Commission nationale consultative pour une nouvelle république en charge de la rédaction du texte. Je cite, « Nous avons respecté les délais et nous espérons que ce projet satisfera le président », c'est ce qu'a déclaré M. Belaïd à l'issue de l'entrevue dans une vidéo diffusée par la présidence. Le président Saïd a souligné que ce projet de constitution n'était pas définitif et que certains chapitres pourraient être sujets à révision et à une réflexion plus approfondie. C'est ce qu'a indiqué la présidence dans un communiqué. Le projet doit être validé par M. Saïd d'ici le 30 juin avant d'être soumis à référendum le 25 juillet. Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Ibrahim Bouderbala, qui a présidé une des commissions ayant participé à un dialogue national sur le projet de constitution, a affirmé que le texte stipule que le président de la République est le responsable du pouvoir exécutif. Le nouveau projet accorde en outre un intérêt particulier à la question économique, c'est ce qu'a ajouté M. Derbala. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a déclaré qu'une solution à la question palestinienne est la seule clé pour établir la paix et la coopération durable au Moyen-Orient. Lors d'une réunion portant sur l'avenir du Moyen-Orient, lors du 9e Forum international de Bakou cette semaine, M. Aboulghait a déclaré qu'une telle solution exige qu'Israël s'engage à respecter les résolutions internationales, à revenir aux frontières du 4 juin 1967 et à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de l'État palestinien. Il a souligné que le cadre de toute coopération régionale restera fragile s'il ne respecte pas pleinement les droits du peuple palestinien. Je suis profondément préoccupé par le déclin de l'intérêt pour la question palestinienne dans la liste des priorités des pays du monde, à la lumière des grandes pressions et de l'émergence de nouveaux problèmes. C'est ce qu'a ajouté M. Aboulghait. Et sur le terrain, un Palestinien a été poignardé à mort mardi par un colon israélien dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Ali Hassan Harb, 27 ans, est mort après avoir reçu un coup de poignard dans le cœur porté par un colon dans le secteur d'Iskaka, près de la ville palestinienne de Salfit. C'est ce qu'a indiqué le ministère dans un court communiqué. La police israélienne, qui n'a pas identifié l'assaillant, a fait état dans un communiqué d'un Palestinien sérieusement blessé après avoir été apparemment poignardé.
Elle a dit avoir reçu des informations selon lesquelles une altercation avait éclaté entre Palestiniens et Israéliens dans le nord de la Cisjordanie. Selon des témoins palestiniens, Ali Hassan Harb était en train de travailler la terre près d'une colonie lorsque des colons l'ont attaqué. Des gardes de sécurité de la colonie ont ensuite tiré en direction de Palestiniens qui tentaient d'approcher les lieux. Environ 475 000 colons israéliens vivent dans des implantations en Cisjordanie occupée où vivent également 2,8 millions de Palestiniens. Toutes les colonies israéliennes sont jugées illégales au regard du droit international. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté lundi les membres du Conseil de sécurité à faire preuve d'unité et à prolonger d'1 an l'acheminement d'aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie. Il a décrit la nécessité du renouvellement de l'autorisation comme un impératif moral pour aider les 4,1 millions de Syriens dans la région qui ont besoin d'assistance et de protection pour survivre, dont 80% sont des femmes et des enfants. Je cite, « Les besoins sont à leur plus haut niveau depuis le début de la guerre, il y a 11 ans », c'est ce qu'a déclaré M. Guterres aux membres du Conseil. Selon le plus récent rapport de l'ONU sur la question, 14,6 millions de personnes en Syrie dépendent de l'aide humanitaire, parmi lesquelles 12 millions souffrant d'insécurité alimentaire. 90% de la population du pays vit désormais sous le seuil de la pauvreté. M. Guterres a décrit les infrastructures défaillantes après des années de guerre et une activité économique en berne en raison de la poursuite du conflit, des crises financières régionales, des sanctions occidentales et des effets de la pandémie de Covid-19. Je cite, « Les gens vivent au bord du gouffre. Ils ne sont plus capables de faire face », a-t-il ajouté. L'ONU a besoin d'un financement de 4,4 milliards de dollars pour fournir une assistance aux personnes à l'intérieur de la Syrie de 5,6 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les réfugiés syriens vivant dans la région. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.